Aurélie a 21 ans. Elle est apprentie comédienne à Paris. Elle rentre en train, pas loin de Fontainebleau, là où elle vit. 1 heure de trajet tous les soirs pour retrouver Grégory, dont elle partage la vie depuis 8 mois. 1 heure pour cogiter, pour s'angoisser sur ce que Grégory peut faire au même moment. Là, c'est juste un mini-message, le 4e de la journée. Avec Grégory, elle utilise son téléphone de façon intensive. Je le harcèle quand même, parce que des fois je peux faire 10 appels à la suite, quoi. Dès que je suis toute seule, dès que j'ai envie d'être avec lui, que je suis pas avec lui, je sais pas où il est, je sais pas ce qu'il fait. Ça trotte un peu dans la tête. Il me dit qu'il est à tel endroit et il n'est pas là, donc je me dis peut-être qu'il a rencontré quelqu'un dans la journée. Il sait que je suis jalouse, hein, il me le dit tout le temps, il fait « ouais, des fois t'es chiante à être jalouse parce qu'il n'y a pas de raison d'être jalouse ». Mais bon, je pense que je suis un peu comme toutes les filles, on aime bien savoir tout ce qui se passe, on aime bien contrôler. C'est surtout, je pense, la jalousie c'est plus du contrôle, savoir contrôler. Ce vendredi pour Aurélie, c'est soirée bowling à Montargis avec Grégory et leurs copains. Grégory, c'est lui. À 22 ans, il est pompier volontaire, du coup il est souvent absent de la maison, il doit même parfois dormir à la caserne. Alors Aurélie se méfie et le surveille. Et tout passe par le téléphone portable, le sien, mais aussi celui de Grégory. Donc comme il me dit, si j'envoie un message à une fille, je vais pas le garder, je vais l'effacer. Mais au moins je vois ce qu'il envoie, tu vois. Tu vois, quel pointé quand même. Bah déjà je regarde qui c'est, je retiens le numéro. Et après j'appelle. Non, j'ai jamais appelé. Mais j'avais gardé le numéro de son ex, au cas où, et je l'avais effacé dans son portable. Voilà. Ça vous arrive d'effacer des messages? Non, ça m'arrive pas d'effacer des messages, mais quand je vois un message, je vais le voir et je sais c'est quoi ça. Et on en discute. C'est pas totalement faux, c'est pas totalement faux. Surveiller son ami, elle s'en vante devant ses copains, mais comment réagit le principal intéressé? Quel effet ça vous fait de savoir qu'Aurélie fouille dans votre portable? Ah bon, je savais pas. On s'y fait. J'ai rien à cacher, mais bon. Il fouille dedans. Et elle me le cache. Genre, tu m'as déjà appris que tu l'avais fait. La dernière fois, tu sais, j'arrive, mon portable il est allumé, c'est l'écran de veille, il est allumé. Je fais ta fouille dans mon portable? Bah non, arrête, c'est encore allumé. L'attitude d'Aurélie n'est pas bien comprise par ses amis. C'est trop, elle est trop jalouse. Je dis pas ça méchamment. Pour moi, elle est trop possessive. Si je faisais rien, c'est que je me foutrais complètement, quoi. Mais il y a rien, il y a trop. Oh, et arrête de dire que c'est trop non plus. Il y a une fois où elle m'a appelé chez moi, enfin sur mon portable, et j'étais chez moi et elle voulait pas me croire. Et j'avais personne, j'avais pas mes parents pour confirmer. En rigolant, je lui ai dit ouais, tu veux que je fasse aboyer ma chienne ou qu'elle fasse quelque chose, et elle voulait quoi, mais j'ai jamais réussi à faire aboyer le chien. Si Aurélie s'en tient au téléphone, d'autres jalouses ont d'autres techniques. Des méthodes plus radicales et plus sournoises. Nous sommes à Marseille. C'est ici, dans ce quartier populaire, que vit Geneviève, 32 ans, avec son mari et leurs 3 enfants. Assistante maternelle à temps partiel, elle est souvent à la maison. Elle aussi est jalouse. Il suffit de la retrouver à l'heure de la lessive pour en avoir confirmation. Je fouille ses poches, comme tous les jours quand je fais ma machine. Je suis à l'affût. Je fouille dans son portefeuille, dans son blouson, quand il change de veste. Un jour, quand je faisais la lessive, j'ai vu que sur une chemise blanche, qu'il avait une belle trace de rouge à lèvres rouge sur le col. Je lui ai fait la tête pendant 2 jours. Bon, quand on fait la bise, c'est sur les joues chez moi. Geneviève est mariée depuis 7 ans avec Jean-Michel. 7 ans qu'ils se surveillent mutuellement. Ainsi, au marché, tout est prétexte pour se taquiner. Premier exemple, devant l'étal des sous-vêtements. Et les reproches, Jean-Michel les cherche. C'est joli, non? Ah, mais tu es gonflé, toi. Pourquoi? Je regarde en attendant. Bon, je vais abréger, alors. Abrège. Bon, dame, elle peut même pas s'acheter ses culottes. Madame fait ses emplettes, monsieur Matt. Et surveillez-le. Mais pour Geneviève et Jean-Michel, cette jalousie est en fait réciproque.
Lui exerce par exemple un contrôle sur ses achats vestimentaires. Les tenues un peu trop sexy sont à bannir de sa garde-robe. Dès que vous allez avoir avec ça, vous allez non. Ouais, mais par rapport aux autres. Vous avez des belles robes. Oui. Non, quand même, c'est trop excessif. Mais peut-être pour m'ennuyer, elle pourrait l'acheter. Non, je veux pas qu'elle m'ennuie, je surveille. Donc c'est psychologique. Même elle sait que je suis là, donc psychologiquement, son inconscient, il le pousse à dire non. C'est vrai qu'il me met la pression, les habits quand je vais acheter quelque chose. Pression psychologique, c'est important, c'est comme au travail. Donc il me donne son avis. Si c'est pas favorable, ben voilà, il me fait une crise, donc je vais laisser l'article. Voilà. Une méfiance réciproque de tous les instants. En fait, chacun est persuadé que l'autre pourrait succomber à la tentation, surtout dans un lieu public. Tu vois, il te regarde. Regarde, on regarde, hein. Voilà, paf, on regarde. Ça m'énerve. Hein, Je supporte pas comme on regarde, mais tu aimes bien regarder les autres. ouais. Hein? Ouais, oui et non. C'est un paradoxe, oui. hein. Ça m'énerve d'être face au mur. Je suis toujours face au mur, ça t'est toujours face aux gens. C'est vrai. Comment ça se fait? Je sais pas. C'est drôle, hein? C'est inconscient. Tu t'assois toujours avant moi. C'est mon subconscient. Qu'est-ce que tu regardes? Hein? Qu'est-ce que tu regardes? Bah les gens qui s'en vont. Tu as toujours la tête tournée. Hein? Non. Oui. Pas non. Dans ce jeu de l'espionnage amoureux permanent, Geneviève ne manque pas de ressources. Tout est une affaire de détails et de calcul. Nouvel exemple. Parfois, ça m'arrive de mettre le kilométrage à 0 quand Jean-Michel prend la voiture pour voir s'il rentre directement à la maison, sachant qu'il y a 3 km et demi pour aller de la maison à la pizzeria. Voilà, pour voir s'il a fait un détour. La pizzeria, c'est celle que Jean-Michel a ouverte il y a 1 an. Pour Geneviève, c'est le lieu de tous les dangers. Et elle n'a pas tort. C'est vrai, ce qui énerve ma femme, c'est même si je suis là, eh ben je vois qui passe. Je sais pas, c'est fatalité, je crois. Ou un manque de chance. Juste quand je regarde, elle est belle. Et comme par hasard, Geneviève ne le laisse pas longtemps seul à la pizzeria. Elle le rejoint tous les soirs. Ok, pizza au chorizo. Tu veux vite y aller? Salut. Ça va? C'est bon, j'y vais? Ouais, ça va, chérie. Ben, je suis avec Jean-Michel pour voir un peu avec la clientèle féminine. C'est bon. Alors qu'est-ce qui se passe s'il y a une femme qui rentre? Ben, si une femme qui rentre, tout dépend si elle est jolie, si elle est moins jolie. Si elle est jolie, bon, là on la sert comme une cliente normale, mais bon, il faut pas qu'elle s'attarde. Bonsoir. C'est vrai que Jean-Michel n'a pas les yeux dans sa poche. D'accord, ouais, pas de problème. C'est un séducteur et il en joue auprès de ses clientes. 8h30, pardon. Ce qui a le don d'énerver sa femme. Merci beaucoup. Allez, bonsoir. Il suffit qu'il y en ait une qui me sourit. Parce que, je sais pas, parce que c'est une voisine. Je sais pas, alors donc elle interprète d'une façon où bah attendez, je viens vous livrer, je ferme et je viens vous livrer, quoi. Hein, c'est ça. Et pas question pour le patron de rentrer trop tard. À 11h30, c'est clair qu'elle se demande, tu m'as trompé, tu es allé où? Tu es allé chez elle? Non. Elle va penser que je suis en train de la tromper, mais non. Je suis en train de travailler, donc je néglige pas le travail, mais le nettoyage, je ferai le lendemain. Bonsoir. Bonsoir. Et voilà. Bon appétit, bonne soirée. Merci monsieur, au revoir. Dans leur vie de jaloux permanent, Geneviève et Jean-Michel s'offrent parfois des sorties en boîte. Un paradoxe, car ce lieu est l'endroit où le risque de succomber à la tentation est maximal. Mais comme par jeu, pour se faire peur, c'est là qu'ils viennent, en quelque sorte pour tester leur amour. C'est piment quand même, la jalousie. Dans le mariage, rien n'est acquis en fait. Je pense que la jalousie, ça entretient les relations amoureuses. Pour moi, c'est une unité de mesure sur la chaîne de l'amour. Si le jour je suis plus jaloux, c'est que forcément j'en ai rien à foutre. La surveillance mutuelle peut-elle vraiment être un moteur dans le couple? Est-on toujours naturellement jaloux de celui qu'on aime?
Réponse auprès des docteurs Pecot et Krottenberg. Ils sont psychiatres, ils ont étudié la jalousie. Pour eux, amour et jalousie ne font pas bon ménage. La jalousie, c'est finalement pas un signe d'amour de l'autre, contrairement à ce qu'on croit. Il faut de la confiance dans un couple. L'amour est basé sur la confiance de l'autre, en l'autre. Si on n'a pas confiance, où est l'amour? Quelque part, moi je pense que les jaloux n'aiment pas, quelque part. Ils possèdent, mais ils n'aiment pas. Ces psychiatres savent bien que la jalousie, quand elle atteint un certain degré, ne doit pas être prise à la légère. Je crois qu'il faut bien distinguer la jalousie comme sentiment, finalement, émotion qui existe universelle, qui existe depuis toujours et qui existe depuis que l'on est petit. Et du délire de jalousie qui fait partie des délires paranoïaques et qui sont des délires pathologiques. Qui se manifestent comment? Qui peuvent aller jusqu'à des choses assez graves, qui relèvent d'un délit, qui peuvent aller jusqu'au code pénal, qui peuvent aller jusqu'au meurtre. Mais ça peut passer aussi par simplement surveiller l'autre, faire des filatures, surveiller le carnet de rendez-vous et maintenir une pression comme ça insupportable sur l'autre. Les filatures, ce n'est pas que dans les films. Nous voici à Paris avec des professionnels. Veste à jean, pantalon velours et pain de parking. D'accord, merci madame. C'est bien lui. Pierre Audren, détective privé depuis 15 ans et spécialiste des filatures en tout genre. La filature de couple représente 15% de son activité. Accompagné d'une autre détective, il suit aujourd'hui un homme dont la femme est plus que méfiante. C'est la 4e filature qu'elle demande en 3 mois. Elle trouve suspectes les sorties de son mari. Contrairement à elle, lui ne travaille pas. Parce qu'il s'absente dans la journée comme ça, 1 heure ou 2, et il ne lui dit pas, en fait, quand il rentre, il ne lui dit pas ce qu'il fait. Il élude toujours ce qu'il fait pendant qu'il sort. Voilà. Il va se garer là. Bon, c'est bon. Garde-toi, je vais le suivre. Sans jamais le quitter des yeux, il suit l'homme à distance respectable. Objectif, déceler le moindre indice qui pourrait laisser supposer un rendez-vous galant. Dès qu'il le peut, Pierre transmet ses impressions par micro à sa collègue. Il ne se passe absolument rien, il ne semble attendre personne. C'est le calme plat, voilà. Une demi-heure à la terrasse du café, personne ne semble rejoindre l'homme. Les détectives attendent. Et c'est reparti en voiture, toujours à vue, pour ne rien rater de ce que fait l'homme surveillé. Bon, il a passé un coup de téléphone 2 minutes. C'est lui qui l'a passé le coup de téléphone. C'est lui qui l'a passé? Ouais. À force de faire des filatures, Pierre a bien compris les informations qu'attendent ses clients et elles sont différentes suivant leur sexe. Alors, la jalousie féminine, c'est surtout par rapport au physique, à l'âge de la maîtresse. Imaginer de la maîtresse, si elle veut savoir comment elle est, si elle est mieux qu'elle. Donc en fait, c'est le conte de Blanche-Neige. Beau miroir, suis-je toujours la plus belle? Alors que l'homme, lui, va s'intéresser surtout au statut social de son rival. Voilà, qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il travaille, qu'est-ce qu'il a comme voiture, qu'est-ce qu'il a comme maison. Ça sera beaucoup plus matériel. Il sort sa carte de parking, ça veut dire vas-y, c'est bien. Attends. Voilà, je suis posé. Et la filature se poursuit à pied. Là, au coin de la rue, c'est peut-être enfin un lieu de rendez-vous pour l'homme surveillé. Il est passé devant des sex shops sans même y prêter attention. Il semble être devant une bijouterie. Il a juste regardé la vitrine 2 minutes et il repart. Finalement, c'est dans un cinéma que l'homme surveillé rentre. Mais y sera-t-il seul? Pierre doit savoir. Il le rejoint très vite et assistera à la première demi-heure du film. Bilan de cet après-midi de filature, rien à signaler. Ça fait, il nous a baladé toute la journée depuis 3 heures de l'après-midi. Là, il va rentrer tranquillement chez lui à 19h après avoir fini son film d'action. Pour Pierre, c'est l'heure de faire le compte-rendu à sa cliente qui a dépensé 240 € pour tout savoir de l'après-midi de son mari et du film qu'il a vu au cinéma. Donc apparemment toujours rien et aucun signe. Mais vous êtes sûr qu'il n'est pas sorti dans les autres sorties après et que vous ne l'avez pas vu et qu'il a rejoint quelqu'un pendant ce temps-là? Le sergent qui respire, il faut bien qu'il serve à quelque chose. Ça me paraît bizarre, il peut payer une chambre d'hôtel en argent liquide, je sais pas, il accorde pas des femmes et... Non, justement. Des serveuses.
Justement, non, le nez dans ses journaux et il ne regarde absolument pas les femmes passer. S'il avait rendez-vous avec quelqu'un, je pense qu'il l'aurait vu tout de suite, il aurait passé l'après-midi avec. Ça fait des mois qu'il ne se passe rien entre nous, il est soi-disant fatigué, il n'a pas envie. Je suis vraiment persuadée qu'il y a quelqu'un, peut-être que je me fais des idées, mais toujours, c'est vrai que j'aime pas que quelqu'un le regarde, j'aime pas que. Je suis pas jalouse, c'est vrai, mais si vraiment vous faites une télévision dans le week-end et qu'ils font toujours bien, il faudra que je vous fasse une raison. D'accord, voilà. Au revoir madame. Voilà. Donc être absolument sûr qu'il n'y ait vraiment rien. Et donc elle ne sera jamais sûre qu'il n'y ait vraiment rien. Voilà, c'est des histoires sans fin. Il y a ceux qui font appel à un détective privé et ceux qui le font eux-mêmes. Cette surveillance quotidienne, c'est ce qu'a subi Isabelle, 36 ans, qui vit dans un pavillon de la région parisienne. Contrôle de ses tenues vestimentaires, fouille en règle de ses sacs à main, de son ordinateur ou harcèlement téléphonique pour surveiller ses horaires. La jalousie de son compagnon est devenue obsessionnelle, un enfer de plusieurs mois avant la rupture. Moi, je supportais plus et j'avais même plus envie de rentrer chez moi. Je préférais traîner au boulot. Même être dans les bouchons, ça m'arrangeait parce que tant que j'étais dans les bouchons, je le voyais pas. Au revoir. Sa liberté, Isabelle commence à la retrouver avec ses copines. Ici, c'est avec Nadine qu'elle vient chercher le dîner, des pizzas. Et ensemble, sur le chemin du retour, elles se souviennent de l'espionnage permanent de l'ex-compagnon d'Isabelle. Isabelle, tu te souviens quand il était caché là? Ah oui, c'était là, oui. En bas de chez toi, juste avant. Sa voiture était cachée sur la droite et il nous attendait. Il attendait savoir si je rentrais bien avec Nadine. C'était pas la première fois, j'ai déjà trouvé là en bas. En bas de chez vous? Ah oui. Qu'est-ce qu'il faisait en bas de chez vous? Il devait surveiller en fait, il regardait nos allées-venues. C'est pas une vie, c'est être prisonnière, c'est être surveillée sans arrêt et on vit plus, quoi. On perd un peu de sa personnalité et beaucoup de sa liberté. Ce soir, Isabelle reçoit ses amis et ses collègues. C'est la première fois depuis longtemps car son compagnon refusait qu'elle reçoive à la maison. Bon, là, on va porter un toast. À ma vie de célibat. Désormais célibataire car la séparation est devenue la seule solution pour elle. La rupture a eu lieu il y a 3 mois. La jalousie a fait que les sentiments sont partis petit à petit, quoi. C'était trop, je me rendais compte que je ne pouvais pas vivre avec une personne qui était comme ça, c'était invivable et impossible. C'était de jour en jour, c'était de pire en pire. À parler moins, quoi. Bah, avant, elle était triste, quoi. Quand elle allait au boulot, elle était pas bien. Et ça faisait mal. Non, mais c'est vrai. Ah, tu revis, hein. C'est vrai que ça fait plaisir. Mais la rupture n'a pas tout réglé. Son ami a alors franchi une nouvelle étape dans sa jalousie obsessionnelle. Et après, je crois que c'était encore plus infernal que la vie que j'avais avec lui, puisqu'après, il allait questionner mes amis. Et je pense qu'il m'espionnait, puisqu'il a dit à un ami à moi qui me surveillait, que le soir, il passait dans ma rue, savoir s'il y avait ma voiture, savoir s'il y avait de la lumière chez moi, savoir avec qui j'étais. Et l'étape suivante, ce fut même des menaces, pendant quelques semaines. Après notre séparation, quand il m'appelait, et ce jour-là, il m'a dit que il avait plus peur de la mort, il avait perdu la vie quand il m'avait perdu, et la personne qui m'approcherait, qui lui prendrait sa femme, elle allait mourir. Et quand la jalousie maladive dépasse les simples menaces, pour ceux qui la subissent, le risque, c'est que cela se termine à l'hôpital. Pavillon des urgences à Aulnay-sous-Bois. Ici, chaque semaine sont admises 2 à 3 victimes de la jalousie, le plus souvent des femmes. Ça pique ou ça brûle? Victime de la jalousie, parce que poussée à l'extrême, elle est souvent à l'origine de violences conjugales. Il est 22h un dimanche soir. Cette femme mariée depuis 10 ans vient pour la 2e fois en quelques mois. Après des cocards au visage, aujourd'hui c'est pour des coups sur le bras et dans le ventre. Les coups, toujours la violence. Tout le temps ça crie, tout le temps. J'ai reçu des coups, j'ai le bras qui n'arrive plus à se plier, j'ai mal là, j'ai l'œil qui me fait mal. Et pourquoi? Pourquoi ça déclenche?
Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quelque chose? Il veut te contrôler. Il veut te contrôler. Il est très jaloux. Pour vérifier, pour contrôler. Il est très jaloux, il est jaloux. La jalousie, pourquoi? Qu'est-ce que c'est à cause de quelque chose? Pour les docteurs Krottenberg et Pecot qui travaillent justement à l'hôpital d'Aulnay, la jalousie, quand elle atteint ce degré-là, est une vraie maladie. La jalousie n'est pas une maladie mentale, mais elle peut devenir une maladie mentale. C'est-à-dire qu'elle peut s'inscrire dans ce qu'on appelle un délire paranoïaque passionnel, où en effet, la personne qui souffre de ce délire va être obsédée en permanence par des intuitions délirantes, des interprétations délirantes. Certaines femmes ne supportent pas cette pression et peuvent développer une symptomatologie dépressive avec parfois malheureusement des tentatives de suicide. Mais plutôt que de soigner les douloureuses conséquences de la jalousie, on peut aussi en traiter les causes. Mais ça, c'est plus difficile. Paul, 28 ans, fait partie de ces jaloux maladifs qui en sont conscients, qui en souffrent. Depuis 5 ans, ce jeune cadre parisien fait vivre un enfer à son épouse. Les symptômes sont classiques. Vérification du téléphone portable d'une manière assez fréquente. Fouiller éventuellement dans l'agenda, papier, etc. afin d'essayer de me rassurer. Aujourd'hui, Paul ne supporte plus cette situation qui gâche la vie de son couple. C'est une souffrance quotidienne. Il se manifeste par des sautes d'humeur, des problèmes comportementaux, agressivité. Alors, comme dernier recours pour sauver son couple, il a décidé d'entreprendre une thérapie. Aujourd'hui, je me sens un petit peu obligé et mon épouse m'a surtout poussé, je dirais, à aller voir ce psychothérapeute afin de pouvoir me sortir de cet enfermement psychologique. Vous allez concentrer toute votre attention sur vos mains à travers votre ventre qui s'élève et qui s'abaisse suivant le rythme de votre respiration. Une fois par semaine, il se rend au cabinet de Stéphane Zerman dans le 8e arrondissement de Paris. Pendant ce temps-là, vous allez imaginer une bulle. Ce psychothérapeute pratique ici l'hypnose. Vous êtes avec votre amie, celle que vous aimez. Et vous sentez cette confiance en elle, dans cet amour réciproque. Vous vous sentez calme, très calme. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas ressenti ce calme intérieur. C'est un lieu dans lequel vous pouvez enfin prendre le recul nécessaire. Ce fameux recul qui vous permettrait de laisser cette jalousie à son état de toute petite bille minuscule. La base de cette thérapie, travailler avant tout sur l'estime de soi. Le manque de confiance, c'est le problème de tous les jaloux. Vous pouvez la contrôler en laissant cette confiance en vous grandir encore. La séance d'hypnose va durer un quart d'heure. Laissez cette confiance grandir en vous. C'est comme si elle s'installait dans tout votre corps. L'idée, c'est pas de guérir de la jalousie, l'idée, c'est de savoir se remplir d'autres choses, de valeurs plus positives et de savoir relativiser ce qui auparavant encombrait totalement le champ de votre réalité. Pour Paul, ce sera 6 mois de séance hebdomadaire d'hypnose. Il sait qu'on ne guérit pas de la jalousie, on apprend juste à l'apprivoiser. Aujourd'hui, il voudrait avoir la certitude d'être aimé. Pour cela, il aimerait bien détecter des signes de jalousie chez son épouse. Je suis dans l'attente d'une autre forme de jalousie en face de moi qui me prouverait que la personne ait des sentiments. Alors c'est très paradoxal, c'est intéressant là. C'est-à-dire que la preuve d'amour que vous recherchez, c'est finalement l'intérêt que l'autre pourrait vous porter à travers une jalousie telle que vous la projetez sur la personne. Complètement. Bien souvent, en effet, les jaloux aimeraient donc que l'être aimé soit lui aussi jaloux. Revoilà Aurélie, notre apprentie comédienne, l'amie de Grégory. Le rendre jaloux, c'est bien à elle aussi son attente. Élève au cours Florent, elle doit aujourd'hui jouer l'amoureuse. Regarde là. Souviens-toi de la nuit passée avec elle, de ton rapport à elle, à son corps, à sa féminité. Voilà. Plus loin, plus sincère. Vis-le l'amour, là tu me joues. Un vrai baiser, pas une... Ce baiser, son tout premier baiser de théâtre, c'est le premier à un autre que Grégory depuis qu'ils sont ensemble. Elle lui annonce aussitôt la nouvelle par mini-message, comme il se doit. Après cette annonce, sera-t-il jaloux? Elle le craint, mais elle l'espère tout à la fois.
Et ça rendait bien? Ça rendait bien. En plus, il n'a pas été de main morte. La première fois, ça faisait faux, c'était petite cœur. Ouais, non, mais en plus, Rinaldo, vas-y, moi j'avais les lèvres comme ça. Et aussitôt le cours achevé, Aurélie s'empresse d'aller retrouver Grégory. Embrasser un garçon. Ouais, c'est lui qui m'a embrassé, c'est pas pareil. Vous étiez deux. Oui, mais non, bah moi j'étais mal et puis voilà quoi. Je suis conscient que c'est là-dedans, enfin j'étais au courant donc. Après je fais confiance, c'est que du théâtre. Et oui, pas de chance pour Aurélie, tout le monde ne devient pas jaloux. Internet, 60 millions d'ordinateurs reliés entre eux dans le monde entier. 60 millions de connectés qui dialoguent en direct, recherchent des informations et s'échangent des images. Le mot le plus souvent tapé, sexe. Homme aimant le sexe cherche femme aimant le sexe. Le coup de foudre peut, à mon avis, arriver que ce soit dans un bar ou que ce soit avec un écran interposé. Sachez que tous les jours, vous-même pourrez me poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Je suis qu'une image en fait, pour eux. Et le fait d'avoir une image souriante, ça leur plaît. C'est irrésistible et donc je vais cliquer pour commander. Le démon est sur Internet. Logidrec, un cybercafé d'Aix-en-Provence. Ici, pas de flippers, mais des ordinateurs. Les clients sont tous des fous d'Internet. Alex, 26 ans, vient tous les soirs pour bavarder avec la terre entière. Hop, là, il y a le programme qui me dit Cumulus, voilà. Et ça, je la reconnais, c'est son adresse. Ok, son adresse habituelle, donc je sais que c'est elle. Donc là, je vais entamer le dialogue. Cumulus, c'est le pseudonyme de sa fiancée. Ils se sont connus il y a 9 mois via Internet. Cumulus habite Montréal, à 6000 km de là. En 9 mois, ils ne se sont vus qu'une seule fois l'été dernier au Canada. Demain, Cumulus débarque en Provence pour tenter de découvrir enfin la vraie vie avec Alex. Ça, c'est moi et elle. Alors, attends. Moi, on m'aurait dit, dans 8 mois, t'es avec elle, j'aurais cru personne, quoi. Enfin, ça m'aurait fait rire, quoi. Mais bon, je veux dire, j'y aurais pas cru, quoi. Parce que c'était pas possible. On était à 100 000 lieues, quoi. On a fait pas mal de trucs sympas. Dans un 24 heures, en fait. On a fait un 24 heures. On a décidé un jour de dire... Allez, pendant 24 heures, on se connecte non-stop. Et puis, on l'a fait. On a tenu jusqu'à 27 heures. Ça peut paraître beaucoup pour les gens qui ne connaissent pas en fait Internet, parce que 27 heures de connexion devant un écran, ils vont dire effectivement que ça fait vraiment beaucoup. Mais qu'est-ce qu'ils ont à se dire pendant 24 heures? Et puis pourtant, le temps est passé très vite. Sur Internet, le site où l'on bavarde en direct par clavier interposé s'appelle IRC. Pour le prix d'une communication locale, on converse aux 4 coins du monde. Pour faire passer les émotions, les accros du net ont inventé leur langage. Alors là, je viens de faire en fait ce qu'on appelle un smiley en fait. Donc un smiley en fait, c'est juste un symbole de ponctuation en fait. Donc par exemple le point virgule et la parenthèse, ça veut dire en fait un clin d'œil et un sourire. Alors pour bien le voir, il faut juste se pencher un peu vers la gauche. Et puis en fait, on voit comme si c'était un visage en fait. Et là, ça veut dire soit on fait rire la personne, soit qu'elle est très gaie. Donc là, elle me demande de fermer la fenêtre. Et moi, je dis que je ne le ferai pas. Alors souvent, déjà rien que pour se dire au revoir, on met quelques temps quand même. Parce qu'à chaque fois, on dit qui c'est qui ferme, c'est toi qui ferme, c'est moi qui ferme. Et puis même quand on fait ça, voilà, elle me fait le coup du compte à rebours. Voilà, elle me fait le coup du compte à rebours. Et kaboum, c'est en fait pour dire que c'est terminé. Samedi 15 novembre, 11h du matin, aéroport de Marignane. Alex attend Cumulus. Ou plutôt, René Alexandre attend Annie. La dernière fois que je suis allé la chercher à l'aéroport, en fait, on a voulu s'embrasser, mais je me suis complètement loupé. En fait, je me suis retrouvé en train de lui faire la bise sur la joue, alors que je voulais lui faire une bise sur la bouche, quoi, normalement. Quoi. Ça va? T'es mort, t'as l'air fatigué. Ouais. Là, je la sens, là. Là, maintenant, je la sens, là. Là, je la sens, là. Là, c'est ma copine, celle que j'ai connue. D'abord, en fait, par Internet, quoi. Allez, on y va.
Logidrec, c'est la nouvelle famille d'Alex. Tout le monde ici a passé des heures à discuter avec Cumulus, mais personne ne l'avait encore jamais rencontré. Ça c'est Christophe, un connecté occasionnel. Là c'est Christophe, plus connu sous le pseudo de Lord de Ville sur IRC. Un incontournable. Est-ce que ta copine est là Non, elle n'est pas encore arrivée. Parce qu'elle a cours, je crois. Donc en fait Christophe, c'est le spécialiste. Ah, attends. Alors, elle est où? Elle est là. Voilà. Ça, c'est une copine que j'ai rencontrée il y a 4 mois. Et voilà. Je pense pas que ce soit truqué vu que c'est pris sur la plage. Et bon, on voit quand même par les effets de lumière que c'est pas encore. Enfin, que c'est pas une tête qui a été rajoutée sur un corps, quoi. Donc, on verra. Hein. Bien joué. Oula, oups. Moi, je pense à Christophe pour fêter la venue de sa québécoise, puisqu'on ne sait pas encore mettre le nom dessus. Bon alors, le toast, on le porte bien sûr, premièrement, à René et Annie pour leur amour. Internet et intranel. Et aussi à tous les amours qu'il y a pour Internet, sur Internet. Et vous avez envie de vivre ensemble un jour? Ben moi, j'ai tout le temps... j'aimerais bien ça venir vivre en France, là, mais ça, on verra bien si ça fonctionne, puis on vit au jour le jour, et puis on verra. Hein. Je suis partant, a priori. Je veux dire, je préfère l'avoir à côté de moi qu'à 6000 km. En 9 mois, Alex et Cumulus ont passé des dizaines d'heures à apprendre à se connaître. Sur le net, on s'aime, on s'engueule, on se sépare comme dans la vraie vie. Avec bien sûr toujours le risque d'aller trop loin. Pour ceux qui sont faibles, je dirais psychologiquement, hein, c'est-à-dire ceux qui traversent un moment difficile de leur vie, qui ont des doutes, c'est vrai que c'est quand même, ça peut devenir un piège. IRC peut devenir un piège. La communication par Internet peut devenir un piège. Parce qu'on est tenté de communiquer, c'est d'autant plus facile que les personnes ne les connaissent pas. Si on veut, on peut aller plus loin. Si on en a marre, on éteint l'ordinateur et puis c'est terminé, quoi, je veux dire. Faut être raisonnable, faut quand même continuer de sortir avec nos amis, puis faut pas s'arrêter à notre ordinateur, puis sinon ça devient comme la drogue, et puis on n'arrête plus. Hein. Memex, lui, est un vrai drogué du net. 35 ans, militaire de carrière, il vit à Strasbourg et passe toutes ses nuits derrière son écran. Ses amis se plaignent de ne plus jamais le voir. Contrairement à Alex et Cumulus, grâce à un système de caméra placé au-dessus de son ordinateur, il a un contact visuel avec ses interlocuteurs. Lui aussi est tombé amoureux, elle s'appelle Cheryl. Je lui tape un petit message, je fais « Oh, mais mec, qu'est-ce que je suis contente de te voir !» Ça fait déjà une petite année que je l'ai vue pour la première fois. Donc ça fait déjà un moment qu'elle est sur le réseau, quoi. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui de plus est vraiment très agréable à regarder. Le coup de foudre peut, à mon avis, arriver avec un écran interposé. Mais enfin bon, comment tomber amoureux d'une image, quoi? Est-ce possible? Pourquoi pas? Tu es très habillée aujourd'hui. Mais mec, il a une tête quand même sympathique. Moi, je trouve ça vraiment le cas typique de celui qui a vraiment un grand manque dans sa vie, quoi. Et je trouve ça, des fois j'ai même mal au cœur quand je pense à mes mecs. Je me dis, qu'est-ce qu'il doit... Sa vie, elle manque de plein de choses. Je pense qu'il a laissé énormément de sous sur le service. Hein. Moi, j'ai pas eu les factures, mais avec le nombre de connexions qu'il a fait, moi, j'ai vu mes mecs, même avec moi, des fois rester connectés 5-6 heures d'affilée. Car Cheryl n'est pas tout à fait une fille comme les autres. Elle est hôtesse chez XSCOM, le premier site français de vidéoconférence X. Des filles se déshabillent devant la caméra et font tout ou presque pour que le client reste connecté aussi longtemps que possible. L'inventeur du système, Laurent Poupet, 35 ans, prodige français de l'informatique. Il a trouvé le moyen de s'enrichir en faisant payer la connexion. Aujourd'hui, il roule en Porsche. Alors comment est-ce qu'on pourrait définir votre métier? Vous êtes un souteneur du XXIe siècle? On y va fort là, on y va.
Comment définir mon métier? Je suis pas sûr que ce soit un métier en fait. Encore, je crois que c'est plutôt un jeu. J'ai trouvé le moyen de gagner de l'argent avec ça. Je suis pas pornographe et je pense qu'il y a plus de célibataires et de gens qui ont envie d'en côtoyer d'autres que d'obsédés sexuels. Et je pense qu'il est plus intéressant d'exploiter une clientèle de célibataires plutôt qu'une clientèle d'obsédés. Coco, on change? Le fauteuil d'Excescom ne reste jamais vide. 7 jours sur 7, de 15h à 2h du matin, les filles se relaient. Cheryl est une professionnelle, d'autres sont étudiantes ou chômeuses. Seul critère de sélection, avoir du charme, aimer séduire et surtout être un brin exhibitionniste. Chez Excescom, les filles changent, mais même ex lui est toujours là. Bon, elle n'est pas jolie comme cette demoiselle. Bon, je vais mettre en gros plan, parce qu'on peut jouer avec une petite télécommande. En plus, ils ont une image, quand je zoome, hein, qui est assez floue. Donc, si jamais je serre un petit peu les bras, alors là, il en a plein l'écran, quoi. Cheryl, ça fait plaisir de te voir, surtout aussi longtemps. Ça, c'est mes mecs. Les célibataires ne sont pas les seuls à se connecter sur Excescom. Parmi la clientèle, des hommes mariés aussi. Internet a déjà provoqué plusieurs divorces. Mais dans la journée, c'est surtout au bureau qu'on se connecte. Certains continuent à bosser. Ils mettent la petite image sur leur écran et d'avoir une fille jolie, ils trouvent ça sympathique plutôt que de voir toujours défiler des chiffres, etc. Donc ceux-là sont des gens avec qui on discute. Il y en a d'autres, il faut les charmer. Enfin, moi, je pense qu'il faut les charmer. Alors pour les charmer, ben, je me sers de ce que j'ai, mes atouts physiques, quoi. Et quand ils tombent amoureux, ils se font avoir un peu quand même. Ah bah complètement, complètement, ça c'est clair. En fait, je leur fais espérer, quoi. Je leur fais toujours espérer qu'ils vont me rencontrer. Ou qu'ils auront un jour un déjeuner, ou qu'ils pourront me parler au téléphone. Je leur fais espérer alors que c'est du pipou. On se laisse un peu prendre au jeu, on vient, on revient. Peut-être que, au fond de moi-même, ou inconsciemment, j'avais besoin de revenir pour me dire bon, on sait jamais, peut-être que ça va arriver. Un espoir qui coûte cher, chaque minute est comptée au prix fort. Prix d'une heure de connexion, 135 francs. Ça, bah, c'est ma première facture de téléphone que j'ai reçue après quelques temps de connexion sur notamment le site d'Excess, quoi. Ma facture était de 9 197 francs. Quand vous voyez des gens comme Memex qui se branchent et qui dépensent des sommes incroyables, ça vous gêne pas ça, en tant que directeur de cette entreprise? Alors il y a deux choses. Hein. En tant que chef d'entreprise, tout ce qui me rapporte de l'argent normalement devrait m'intéresser. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que ma philosophie, c'est un connecté ruiné est un connecté perdu. C'est-à-dire quand vous ruinez quelqu'un, il ne reviendra plus jamais. Donc c'est pour ça que j'ai développé un système d'abonnement pour que ça leur coûte un petit peu moins cher. Comment est-ce que vous pouvez être sûr, et les animatrices peuvent être sûres, qu'il n'y a pas d'enfants en ligne? Alors on peut jamais en être sûr, c'est pas possible parce que les gens qui se connectent, on connaît pas leur nom, ils utilisent des pseudos, on connaît pas leur âge parce que de toute façon on leur demande pas. Alors il y a une règle très très simple, hein, c'est pas quand vous avez un service d'accès libre, ce n'est pas au centre serveur de filtrer l'accès, c'est aux responsables de l'enfant, donc les parents ou les tuteurs, d'empêcher leurs enfants de faire n'importe quoi. Pourtant, un enfant en conversation sur Excescom, c'est déjà arrivé. Ce jeune garçon, il me demandait mademoiselle, s'il vous plaît, je pourrais voir vos seins. Alors déjà, d'entrée de jeu, alors que là, les trois quarts, parce que vous promettez beaucoup dans vos pubs, très intéressant, qu'est-ce que tu portes en dessous, alors qu'un enfant va jamais parler comme ça. Bon, maintenant, s'il se connecte et qu'il dit rien, rien ne nous prouve que c'est pas un gosse, c'est vrai. Enfin, moi, je peux pas le savoir. Ça, c'est un problème. Et ça, ouais, moi, je trouve ça un petit peu... Même moi, ça me gêne, je veux dire... 16 ans, ça pourrait être mon enfant. Donc, ça me gênerait vraiment. Les enfants, c'est pourtant la génération Internet.
En Allemagne, le réseau est 5 fois plus développé qu'en France. Un quart des enfants scolarisés ont à la maison un ordinateur connecté à Internet. Naviguer sur le réseau s'apprend à l'école. Chaque petit Allemand suit 3 heures de cours par semaine. Eux n'ont que 11 ans et apprennent déjà à mener une recherche et à trouver des sites. Dans quelques mois, ils sauront surfer mieux que la majorité des adultes. Alors lequel de ces futurs adolescents ne sera pas bientôt tenté de taper le mot sexe ? Le problème ne se pose pas à l'école car les élèves ne travaillent jamais seuls. Nous ne censurons pas, mais nous les surveillons tout le temps. Par contre, c'est à la maison que le problème se pose. Là, tout dépend des familles, car l'école ne peut intervenir bien sûr à l'intérieur des foyers. Or, l'impact et l'agressivité d'Internet sont plus importants que celui des magazines. Ce sont des images animées. Il y a bien une barrière, c'est qu'il faut payer pour accéder à tous ces services. Mais les pages de publicité sont gratuites et accessibles à tous. Ce qu'on y voit est tout aussi dangereux que le reste. Notre mission, c'est donc de préparer les enfants et leur entourage à une telle éventualité au cours de réunions avec les parents. Même ce petit village d'Allemagne est connecté à Internet. Une aubaine pour Heike et son fils Sven, 5 ans. Car ici, les distractions sont rares. Sven navigue sur le net depuis l'âge de 3 ans. C'est grâce à l'ordinateur qu'il a appris à lire et à écrire. Aujourd'hui, il est capable de se promener sur n'importe quel site. Sa mère en était très fière, jusqu'au jour où elle a découvert qu'Internet n'était pas uniquement réservé aux enfants. J'ai été très choquée en ouvrant l'ordinateur. J'ai vu l'image d'un enfant de 2 ans se faisant sodomiser par un adulte. J'ai immédiatement éteint, sans rien sauvegarder. Je me suis mise à trembler. J'ai eu des cauchemars. Et il m'a fallu 2 jours pour m'en remettre. Aujourd'hui, je ne regarde plus les images qu'on m'envoie. Je ne consulte plus mon courrier électronique, sauf quand je sais qui m'envoie les messages. Le cas de Heike n'est pas isolé. À la brigade criminelle de Hanovre, on en est déjà à 3 affaires similaires. Chaque fois, des images de pédophilie retrouvées dans des e-mails, ces boîtes à lettres électroniques que possède tout abonné d'Internet. Nous avons de plus en plus de cas. Nous traitons actuellement 3 affaires émanant de 3 plaintes que nous avons reçues. Tous concernent des cas de pornographie infantile repérés sur des forums de discussion. Un des cas nous est venu de France. Il contenait un très grand nombre de photos pédophiles particulièrement choquantes. Après avoir contrôlé l'adresse et surtout enquêté, nous avons découvert que celui qui envoyait ces images n'avait que 13 ans. Chez lui, nous avons trouvé des photos imprimées qu'il revendait à l'école. Dans son ordinateur, il y avait des centaines d'images comme celle-ci. Certains voient tellement d'images de pornographie infantile sur Internet qu'ils finissent par se demander si c'est réellement interdit. Notre rôle, c'est de dire que c'est inadmissible, que la pornographie infantile est un crime à combattre, que derrière chacune de ces photos, il y a un viol d'enfant, et ça, il ne faut jamais l'oublier. Après avoir reçu ces images, Heike a porté plainte. En Allemagne, c'est désormais la règle. La population dénonce chaque délit à la police. Ce que je conseille à tous les parents, c'est de ne jamais laisser leurs enfants surfer seuls sur Internet. Je crois qu'il est urgent de mettre en place un système de contrôle. Retour à Paris. Gilles travaille comme ingénieur dans un des plus importants serveurs français. C'est par l'intermédiaire d'un serveur qu'Internet arrive chez les particuliers. Gilles est payé pour surveiller les newsgroups, ces forums de discussion et d'échange d'images. C'est dans les newsgroups qu'on trouve les sites pédophiles. Juste pour faire un petit test pour voir s'il existe des choses, on peut par exemple chercher le caractère pédo à l'intérieur de la liste des newsgroups qu'on a. Donc là on voit qu'il y en a vraiment une petite pelletée dont les noms sont assez significatifs. Al Japanese, Neo Japan, Pédophilia.
Ça, coup sûr, c'est vraiment sale. Donc celles-ci sont plutôt, sont moins pires que les autres, je dirais. Et généralement, j'aime pas rester là-dessus. Pourquoi vous voyez des choses terribles, hein? C'est terrible, oui. Ça va des enfants de 3 ans jusqu'à, je dirais, 13 ou 14. En fait, ils font exactement la même chose qu'avec des adultes. Et on peut voir que rien que dans la journée, il y a eu 33 images pédophiles qui sont arrivées. Pédophilie, zoophilie, nécrophilie, sur Internet, l'horreur n'a aucune limite. On y trouve même des images de cadavres de femmes et d'enfants assassinés pour le seul besoin d'une photo. La traite des blanches a aussi trouvé sa place sur le réseau. Exemple, ce fichier australien. On y trouve des centaines de filles à vendre. Celles-ci viennent des Philippines. La dernière n'a que 16 ans. C'est sûr, c'est trop tentant. Pour un enfant, ça va être trop tentant d'aller voir ce qui se passe dans le monde des adultes. Surtout... je sais pas. Lui, c'est Bernard Bouéton, l'homme qui a fait tomber John Stanford, le parrain européen de la pédophilie. De 87 à 93, Stanford proposait dans son guide les meilleures adresses pédophiles du monde. Depuis, les pédophiles sont passés sur Internet. Alors Bernard Bouéton, lui aussi. J'imagine que M. Stanford avait commencé dans les années 70 par un fichier manuel. Maintenant, on se trouve avec un accès illimité et immédiat à un ensemble de données, de lieux sur Internet qui est absolument incroyable. Bon, vous avez par exemple ici un site trouvé par hasard, comme les autres, où il y a la promotion par une bibliographie de très nombreuses pages, la promotion des relations sexuelles entre femmes et petites filles, avec liste des professions qui donnent accès aux petites filles. C'est-à-dire tout ce qui est crèche, tout ce qui est théâtre pour enfants, etc. etc. Voilà, c'était ici, Jobs. C'est vrai que c'est un outil prodigieux Internet, mais on ne peut pas admettre que n'importe qui, et je suis n'importe qui, je ne suis pas du tout expert d'Internet, j'ai cliqué par hasard. Il n'est pas admissible qu'on trouve sur Internet des choses qui vous expliquent, des textes qui vous expliquent, avec association, adresse, téléphone, fax, email et tout, qui vous expliquent qu'au fond la pédophilie est une chose banale, normale, et qui va même dans le sens de l'intérêt des droits de l'enfant. Ce n'est pas admissible. Il y a urgence sur ce plan-là. Alors comment lutter contre cette dérive? Filtrer Internet? Oui, mais comment? Seule réponse des professionnels, des filtres en vente dans le commerce. Ils permettent aux parents de rentrer des mots-clés comme sexe et de bloquer ainsi l'accès à certains sites. Pour Heinz Phil, chef de la cellule Internet de Bavière et membre d'Interpol, ces filtres ne sont pas une réponse efficace. D'après mon expérience et les cas que j'ai traités, tous les programmes de verrouillage sont inefficaces. Les enfants possèdent une meilleure connaissance d'Internet que leurs parents. Ils assimilent vite, ils sont capables de résoudre beaucoup plus rapidement qu'eux les problèmes d'ordre technique. Le plus souvent, ce sont les enfants eux-mêmes qui expliquent aux parents comment ça marche. L'autre solution serait d'agir au niveau des serveurs, ces entreprises relais qui reçoivent Internet et le distribuent à tous ceux qui se connectent. François Benveniste est patron du serveur Calvacom. Il est aussi le fondateur de l'Association des professionnels d'Internet. Dans le milieu, on le surnomme le gourou français du net. Avec son équipe, il est un des rares à essayer de trouver une solution. L'Internet qui arrive chez Calvacom, ça peut être deux choses en fait. D'une part, quelqu'un qui veut consulter une page de nos services web, auquel cas il arrive par là, par ces tuyaux, il transite directement sur cette machine-là, qui le redirige vers la machine d'accueil des pages qu'il désire consulter. Donc il y a bien un mouvement descendant de l'Internet vers nous. Une autre raison pour laquelle l'Internet arrive chez Calvacom, ce sont les fameux newsgroups. C'est-à-dire que chaque jour, nous recevons plus de 200 000 textes et images qui transitent par là, qui passent par ces machines, mais qui sont recanalisés vers une machine qui se trouve là-bas derrière,
Et vous pouvez entrevoir, là, dans ces newsgroups, qu'on trouve une variété d'images, au nombre desquelles se trouvent celles qui sont condamnables. Le problème, c'est que si certains newsgroups ou forums de discussion contiennent explicitement un titre condamnable, par exemple le fameux Alt Sex Pédophilia, d'autres newsgroups ont des titres parfaitement innocents, comme par exemple Alt Computing Macintosh. Et dans ce newsgroup-là, techniquement, rien n'empêche un pervers de déposer une image illégale. Donc au total, c'est 1 600 000 textes et images que nous conservons et dont nous ne pouvons naturellement pas connaître décemment le contenu sans les ouvrir une toute un par un, ce qui prendrait des centaines de gens pendant des dizaines de jours. Impossible donc d'agir au niveau des serveurs. Reste alors à traquer un par un les délinquants du net. Aujourd'hui, on est dans un embryon cacophonique et techniquement infondé. On n'est même pas à l'an 1 de la police de l'Internet, on est à la préhistoire de la police de l'Internet. On est au stade de la pulsion. Direction centrale de la police judiciaire. 5e division, brigade chargée de la pédophilie. En un an, on a déjà traité une douzaine d'affaires, dont 10 directement liées à Internet. Bilan, 50 arrestations, dont 4 inculpations. Aujourd'hui, la police italienne vient de signaler aux hommes de la brigade l'existence d'un réseau repéré sur le net et opérant depuis la banlieue parisienne. Pourquoi il faut monter au 9e ? Parce qu'on a des collègues qui ont le matériel informatique nécessaire pour pouvoir exploiter, par exemple, là j'ai un CD-ROM à exploiter, ils ont ce qu'il faut pour exploiter. Car il n'existe dans cet immeuble de la police judiciaire où travaillent 500 personnes qu'un seul ordinateur relié à Internet. Depuis un an, la brigade de lutte contre la pédophilie réclame sa propre connexion. En attendant, pour chaque affaire, il faut monter au 9e et attendre que l'ordinateur soit libre. Résultat, les expéditeurs de ces images signalées par la police italienne auront disparu avant d'être repérés. Comment vous expliquez le fait que vous soyez pas assez équipé par rapport au problème d'Internet qui se pose que... C'est un phénomène nouveau, hein, donc comme tout phénomène nouveau, il faut s'adapter, un point c'est tout. Hein. Ça se fait pas du jour au lendemain, donc c'est en cours. Bonjour. Ne bougez pas, on reste en place. Bonjour monsieur, police nationale. Bonjour. Banlieue parisienne, Gif-sur-Yvette, Centre national d'études et de formation de la police. Au Mont-Bateau ? C'est ici que depuis 6 mois, on forme les policiers à la saisie de matériel informatique. Les officiers se familiarisent avec le montage et le démontage des ordinateurs. L'objectif, apprendre à trouver les preuves qui permettront de confondre les pédophiles du net. Alors si vous voulez, au niveau des connexions avec Internet, il y a toujours, si vous voulez, un fichier qui se crée un peu à l'insu des utilisateurs et dans lequel subsistent des traces des précédentes connexions. Effectivement, on arrive à retrouver des données de cette façon. Oui. Ces données si précieuses, on les retrouve dans le disque dur, véritable mémoire de l'ordinateur. Chaque fois qu'un site est visité, qu'une image est consultée ou échangée, le disque dur en garde une trace pratiquement ineffaçable. Oui. Une trace qu'il faut apprendre à chercher, car c'est elle qui permettra aux policiers de confondre les pédophiles. Le disque dur a été saisi en présence d'officiers de police judiciaire dans le cadre d'une perquisition. Il est une preuve au même titre que n'importe quel objet, une arme qui aurait pu être trouvée chez quelqu'un ou n'importe quoi. C'est une preuve dans cette mesure-là, bien sûr. Mais pour arriver jusqu'à ces disques durs et confondre les pédophiles, il faut remonter les filières, s'infiltrer au cœur même du réseau. C'est la mission que le ministère de l'Intérieur vient de confier à ces hommes. En stage depuis une semaine, ils doivent former d'ici mars prochain la CAI, la cellule d'analyse Internet. L'idée, c'était de se dire finalement, imaginons qu'il y a plusieurs personnes qui ont perdu leur clé sur une plage, et au lieu que chacun aille chercher sa clé sur la plage, on va mettre tous les moyens en commun, et tout le monde va se mettre à balayer la plage, et quand on aura les clés ensemble, on saura un petit peu comment il faut faire. Comment va-t-on faire à partir d'une image ou d'un texte qui apparaît sur un écran pour remonter à celui qui, je crois, est le véritable responsable du contenu
de cette image ou de ce texte celui qui l'a déposé, et non pas forcément celui qui l'a laissé transiter sur son moyen de communication. Vous êtes le lieu d'observatoire d'où on va tirer la réflexion, et c'est le rôle pour lequel je compte aussi beaucoup sur vous. Merci. Alors là, je suis sur un site qui n'est pas enregistré dans le DNS. En haut, il y a juste une valeur numérique. Tous ces hommes sont volontaires et ont été recrutés sur dossier. Ils viennent de tous les services, police judiciaire, renseignements généraux et même de la DST. Pendant un mois, ils vont être formés aux techniques d'Internet à raison de 6 heures par jour. Leurs professeurs sont les meilleurs spécialistes européens et ont tout à leur apprendre. La quantité d'images et l'importance que ça a pris, on se dit mais que vous avez pris un retard incroyable, c'est-à-dire que là vous êtes en train de rattraper le temps perdu. Je ne crois pas qu'il faille dire ça. Jusqu'à présent, on avait une criminalité, qu'elle soit à caractère pédophile, comme ce qui nous intéresse et ce qui nous motive, mais une criminalité sur les systèmes d'information qui se portait beaucoup sur le Minitel. On nous a dit Internet est peu développé parce que le Minitel est développé. Eh bien, nous étions sur le Minitel. Nous recherchions de la criminalité sur le Minitel. Aujourd'hui, on a un développement d'Internet, on voit l'explosion de cette forme de criminalité, on voit des images pédophiles. Nous sommes là, nous sommes déjà là, on n'est pas en retard. Je crois qu'on est just in time. Se promener sur le réseau, décrypter les codes et les langages du net, ces policiers n'ont que 3 semaines pour se mettre à niveau. Le commandant Marguet a passé le plus gros de sa carrière à Marseille à traquer le grand banditisme. C'est un catalogue en fait, c'est un catalogue. Quand on rentre par exemple dans un café, on parle actuellement de cybercafé, il y a, comme dans un véritable bar, comme dans un véritable café, différentes couches sociales qui s'y trouvent et différents intérêts. C'est un petit peu un système de communication, donc nous, policiers, devons absolument nous accoutumer aux différents langages et aux différents codes d'accès qui pourront permettre, par exemple, avec une YAD, informatique entre guillemets, de pouvoir entrer en communication ou tout au moins comprendre la communication des personnes que nous avons en face de nous. Et il n'est pas question de retard, plus on va avoir d'informations sur ces phénomènes, plus on pourra y apporter des réponses appropriées. Voilà, effectivement, là aussi c'est une image caractéristique de tout l'intérêt que portent certaines personnes à la pédophilie. Est-ce qu'on considère ça comme du naturisme ou comme du nudisme, ou est-ce qu'on peut considérer ça comme une image pornographique? Est-ce qu'il y a ascendance? Est-ce qu'il y a eu frustration? Est-ce qu'il y a eu violence, même mentale, pour que cette jeune personne soit prise en photographie malgré une certaine forme de sourire? On ne sait pas. Sauf que lorsqu'on voit de jeunes enfants, de jeunes garçons déshabillés comme ça, on peut supposer que c'est pas pour le plaisir de faire du nudisme qui sont affichés sur Internet. On peut fortement présumer que derrière il y a effectivement des pressions de diverses natures qui ont été exercées sur eux et que ces enfants ont été victimes de pédophilie, de pressions diverses. Donc c'est beaucoup plus grave qu'une évolution de fait de société. Ah, il est certain que c'est pas fait pour la paix de certains esprits. Ce sont des enfants qui ont entre 5 et 8 ans maximum. Nous ne pouvons pas agir tout seuls, on ne pourra travailler qu'à l'international parce que Internet ne s'arrête pas aux frontières du territoire. Nous avons besoin de coopération internationale. Vous avez vu que nous arrivons sur des sites qui sont situés au Brésil. Nous aurons sans doute besoin, si on veut continuer là-dessus, de la coopération des services brésiliens. Il faudra techniquement que nous confirmions le statut des gestionnaires de réseau, le statut des fournisseurs d'accès, pour arriver à remonter vers celui que je crois être le vrai responsable, celui qui a mis les images sur le réseau, pour qu'on puisse demander aux services compétents d'agir très vite. En Allemagne, la police patrouille déjà depuis longtemps sur Internet. Tous les grands commissariats sont connectés au réseau et disposent de leur propre boîte aux lettres électronique. Chaque citoyen choqué par une image ou des propos peut en dénoncer l'auteur en envoyant directement l'objet du délit sur les ordinateurs de la police. Stephen Grimm est un cyber-inspecteur de la brigade criminelle de Bavière. Son premier geste de la journée, vérifier les messages qu'on lui a envoyés. Allons voir ce que j'ai reçu ce matin. Ça, c'est clairement de la pornographie infantile. Bon, je vais maintenant changer de nom. Je vais prendre un pseudo pour ne pas qu'on me reconnaisse. L'inspecteur Grimm s'infiltre alors sur le réseau pour remonter jusqu'à la source des images.
Voilà, le type qui a diffusé cette photo est en train de m'écrire. C'est un exemple parfait. Il s'appelle Gerhard et il écrit « Cherche photo de moins de 16 ans ». Ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Je vais essayer de savoir s'il possède lui-même des photos à échanger. Alors je lui demande « Est-ce que tu en as ?» Une fois le dialogue établi, on va chercher à découvrir qui se cache derrière le pseudo. Il suffit d'interroger directement le serveur et parce que nous sommes de la police, ils vont nous donner le vrai nom de la personne qui distribue ces images interdites. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à lancer une opération de police classique. Alors, voici un des nombreux dossiers que nous avons commencé cette année. On y classe toutes les affaires de pédophilie que nous avons repérées sur le net. D'un côté, vous avez celles qui partent d'Allemagne, et puis de l'autre, tous les cas repérés à l'étranger. En un an, l'équipe de Stephen Grimm a repéré 510 diffuseurs de pornographie infantile. 272 ont été identifiés en Allemagne, 1 au Japon et 80 aux USA et en Europe. Tous les cas identifiés en Allemagne ont été mis en examen. L'exemple le plus sordide, un couple de pédophiles qui, moyennant finance, proposait sur le net des enfants à sacrifier. La cave de leur maison était aménagée en salle de torture. Les Allemands ont identifié un cas en France, un pédophile installé en Alsace. Il est aujourd'hui en prison. Pour l'instant, nous ne sommes tombés que sur une seule affaire française. La majorité des cas provient d'autres pays. Mais cela ne signifie absolument pas que la pédophilie se pratique moins en France qu'ailleurs. Il y a probablement autant de pédophilie en France que dans le reste de l'Europe. Maître Iteanu est spécialiste en criminalité informatique. En France, on est aveuglé par la technologie et on se sent désarmé face à tout ce qui prend place sur le réseau Internet, alors qu'on ne devrait pas être désarmé. Je veux dire que pour prendre une métaphore qui est un peu violente, vous rentrez à votre domicile et vous trouvez sur votre, dans un de vos appartements un cadavre, vous n'allez pas le passer par la fenêtre et passer un coup de balai en vous disant tout va bien. Non, vous allez avoir des réflexes qui sont en fait d'ordre culturel, qui font que vous allez appeler la police, que la police va se déplacer, que vous n'allez toucher à rien. Et donc, je dirais que ça, ce sont ces réflexes-là qui servent la justice. Toute personne qui est victime d'un message à caractère pornographique ou violent, qui est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, qu'il soit fabriqué, transporté, édité, enfin, il y a toute une terminologie, eh bien, toute personne, effectivement, qui s'estime victime a la possibilité de porter plainte, en se constituant partie civile également, ou même simplement en dénonçant les faits au parquet. À Washington, le mois dernier, les 8 pays les plus industrialisés du monde ont décidé de mettre en place un plan commun de lutte contre la criminalité informatique. Car désormais, pour le meilleur ou pour le pire, il faudra vivre avec Internet. Quant à Alex et Cumulus, nos amoureux du net, ils ont décidé finalement d'abandonner les écrans pour essayer ensemble de goûter à la vraie vie. Joyeux anniversaire Annie, joyeux anniversaire. Souffle. Ouais. Bravo. Voilà. Tu t'y attendais pas? Ben non. Ben ouais, forcément. Mais bon, c'est pas grave. Tant pis, non? Ça va? Ah, c'est un Islandais, ma bouche. Ciao. Allez, ciao. Ciao. Voilà, allez. Alors vous préférez l'Internet ou la vie réelle? Ben, la vie réelle, c'est toujours mieux, hein. Puis moi, aussitôt que j'ai mon copain en réel tout le temps, je jette mon ordinateur à la fenêtre. Ouais, ben, je crois que c'est clair, quoi. C'est sûr qu'on ne peut que préférer la réalité à Internet. Là, Internet, ça se passe tout dans la tête. Bon, personnellement, c'est bien, mais bon, au bout d'un moment, ben, ça suffit plus, quoi. Donc, il faut quand même aller un peu plus loin, quoi. Donc, moi, j'ai pas besoin d'ordinateur pour avoir une relation comme ça. Il me faut ma copine à côté, c'est sûr qu'à 6000 km. L'ordinateur est indispensable, mais sinon, à part ça, c'est tout, quoi. Voilà. Allez, go.
Elle lave. Moi, je tends et je ramasse le linge. On se partage le travail. Ici, la violence disparaît complètement, du fait que les hommes et les femmes vivent ensemble, qu'ils soient en couple ou non. Centre pénitentiaire de Picassent, au sud de Valence. Construite en 1990, Picassent est une prison modèle en Espagne. Le centre héberge 2500 détenus dans des locaux ultramodernes. Mais Picassent est surtout célèbre pour son module 4. Dans ses murs, des hommes et des femmes purgent leur peine ensemble. C'est le seul département mixte d'Europe. Si je ne me rase pas, ma femme me dit que je pique. La femme de José, la voici. Elle habite dans la cellule d'à côté. Ángeles a passé 10 ans de sa vie en prison. L'automne dernier, elle a été admise dans le module 4. C'est là qu'elle a rencontré José. Tu ressembles à un bébé comme ça. Depuis, ils ne se sont plus quittés. Le couple attend un enfant. À l'origine du module 4, un projet éducatif. L'opportunité pour une cinquantaine de détenus de décrocher un diplôme d'horticulture. Ce programme était d'abord destiné aux hommes, mais au bout d'un an, les premières femmes y ont été accueillies. Le module mixte était né. Tous les internes du module 4 ont été condamnés à de lourdes peines. C'est leur conduite en prison et leur quotient intellectuel qui déterminent leur entrée dans ce département. La prison n'est pas faite pour que les détenus s'y sentent bien. La prison est faite pour que les prisonniers soient enfermés. Mais aujourd'hui, les gens commencent à se rendre compte que nous aussi, bien souvent, nous sommes des êtres humains. Dans la journée, hommes et femmes étudient, mangent et trompent l'ennui ensemble. Le soir venu, chaque détenu doit regagner sa cellule pour y dormir seul. Ce programme pilote existe grâce à cette femme qui fut la première femme à diriger une prison espagnole. Les relations humaines sont nécessaires pour les hommes et les femmes. Rompre ces relations ne sert qu'à alourdir la peine des détenus. Et puis ce n'est pas naturel. Il est bon que des hommes et des femmes puissent avoir des contacts normaux. Si en plus des couples se forment, s'ils tombent amoureux, c'est parfait. L'amour casse beaucoup de choses et aide énormément les gens. Ici aussi. Mais le module 4 n'héberge que 50 détenus. Pour les autres, et si leur conduite l'autorise, il existe le vis-à-vis intime. Picassent compte 6 chambres d'amour. Pour Lola et Juan Luis, c'est le jour J. Ils ont le droit de se retrouver une fois par mois pendant 2 heures. Tu veux que je te la joue comment? Style sex symbole ou à la Richard Gere? Non, non, joue-la-moi à la Juan Luis, je préfère. C'est très dur d'avoir une relation intime, à date et à heure fixe. Que tu sois en forme ou malade, que tu sois gay ou que tu sois triste, tu dois y aller. Parce que sinon, tu perds ton tour. C'est très dur. Tu sais que tu es très jolie aujourd'hui. On utilise quel préservatif? Tous. Ça dépend de la force de ton amour. Un qui ne soit pas périmé. C'est très important la date de péremption. Alors celui-là, il est périmé. Celui-là, c'est bon, il est de cette année. Jette-le à la poubelle, à la corbeille à capote, comme ils disent ici. C'est malin, ça, corbeille à capote. José et Ángeles sortiront dans quelques semaines.
Ils devraient être libres pour la naissance de leur enfant. Comme la majorité des détenus de Picassent, José et Angeles sont séropositifs. Qu'est-ce que ça fait de former un couple en prison? On ressent un grand soulagement. Le temps passe plus vite. Si tu as à l'intérieur ce que tu pourrais avoir dehors, tu te prends moins la tête. Il ne manque que la liberté. Merci. Et tu m'as mis un petit mot en plus? C'est pour que tu en prennes soin. Ah d'accord, c'est le mode d'emploi. On ne te voit pas assez. D'accord, je viendrai vous donner un baiser. J'ai toujours pensé que les centres pénitentiaires de demain devraient tout faire pour ne pas ressembler à la prison traditionnelle. Plus l'ambiance dans la prison est normale, et plus les internes adoptent une attitude normale. Ils apprennent beaucoup mieux à vivre en société dans un endroit normalisé comme celui-ci. Un centre très fermé et très répressif ne fait qu'alimenter les haines et les tensions. En 6 ans, le module 4 a fait ses preuves. Ceux qui en sortent libres ne replongent pas. Mais la formule coûte cher. Le module 4 risque fort de n'être qu'une exception.